Merci à Finance Innovation pour l'organisation de cette journée. On a une conférence ce soir qui est, que moi je trouve absolument passionnante sur un sujet qui nous impacte tous. Justement, quel impact aura et a l'IA générative sur les directions financières? Donc pour cette discussion, on a réuni eh bien, quelques experts qui vont venir vous éclairer, je l'espère. On va commencer par des présentations. L'objectif de ce panel est bien entendu de donner un peu de contexte sur l'IA générative, où est-ce qu'on en est, à quoi ça sert, ce que ça fait, et puis quels sont ses impacts en termes de votre travail de tous les jours, de votre stratégie, de où vous serez dans 5 ans. On va essayer de vous éclairer là-dessus. Donc moi je suis Laurent Bernet, je dirige le cabinet de conseil Azuli qui conseille des entreprises sur leur transformation sur des sujets d'innovation liés au financement et au paiement. Je fais partie d'un groupement de cabinets international multi-expertise qui s'appelle The Family Consulting Group et je suis ravi de modérer cette table ronde. Je vais passer la parole maintenant à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter les uns les autres brièvement. Une petite introduction pour que vous sachiez à qui vous avez affaire et puis on rentrera dans le vif du sujet juste après avec Yann qui prendra la parole. Xavier ? Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je m'appelle Xavier Gardiès, je suis associé chez Humanio, qui est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie opérationnelle et en transformation, et on intervient principalement sur le champ de la fonction finance, de la fonction RH, des sujets de durabilité et des sujets liés à la technologie, donc les systèmes d'information et la data principalement. Et à titre personnel, après être passé dans différentes entreprises de la tech et des gros cabinets de conseil, j'accompagne mes clients depuis un peu plus de 8 ans maintenant sur ces sujets d'intelligence artificielle, générative ou discriminative, et particulièrement la direction financière pour les aider à y voir clair sur le marché, à adopter et à déployer des différentes technologies. Pauline Glickman, j'ai cofondé Payflows, qui est une plateforme tout en un destinée aux DAF, qui est constituée de façon modulaire, qui s'intègre aux ERP principaux et aide les sociétés de taille moyenne, plus de 500 salariés, à structurer, centraliser, digitaliser l'ensemble de leurs processus financiers, achats, trésorerie et revenus. Merci. Donc Frédéric Portal, je travaille chez Workday, une société américaine qui a développé des solutions ERP, donc finance, ressources humaines, planification budgétaire. Et la particularité, c'est que tout ce qui est analytique est dans la solution. Bonjour à tous, Yann Hervé CBO, CEO et cofondateur de Flowy. J'ai 15 ans d'expérience dans tout ce qui est intelligence artificielle. J'ai eu la chance de pouvoir l'appliquer dans pas mal de domaines différents, autant de la santé que des achats, de la finance, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous accompagner sur la collaboration. Le but, c'est de se dire comment est-ce que vous allez pouvoir échanger entre tous vos collaborateurs, autant les équipes achats, financières que business, ce qu'on oublie très souvent. Parce qu'aujourd'hui, c'est une communication qui doit être faite entre eux. On est complètement intégré dans vos systèmes et on vous permet de gérer tout du début, de la demande d'achat jusqu'au paiement, et de se positionner sur les éléments qui vous intéressent le plus. Comment faire de la collaboration? Bonjour à toutes et à tous. Florence Sardas, je suis associée Forvis Mazars, qui est un groupe international pluridisciplinaire, donc d'audit, d'expertise et de conseil, aujourd'hui présent dans une centaine de pays. Je suis fascinée et passionnée par la data et l'IA, et donc c'est la fonction que j'occupe aujourd'hui au sein de l'exécutif de Forvis Mazars. Et on a la particularité à la fois, nous, d'avoir exclusivement des métiers de la finance dans nos propres équipes. Et donc se pose la question, et je serais ravie de partager avec vous ce que ça veut dire et comment nous, on aborde cette transformation par aujourd'hui l'IA et la data. Et puis on est aussi un formidable phare d'observation des tendances de marché, parce que dans nos portefeuilles clients, que ce soit en audit ou en consulting ou en expertise, tous les jours, on discute avec des directions financières, des directions de la conso, des directions de la trésor, des directions des achats, qui sont obsédées par le fait de ne pas rater cette transformation. Et donc, ravie de pouvoir partager avec vous aujourd'hui sur ces enjeux.
Merci Florence, merci beaucoup. On va commencer la discussion par un petit peu de cadrage pour être sûr et de contextualisation, être sûr qu'on se comprenne bien. Et je vais demander à Yann de définir précisément, avec des mots très simples, le plus simple possible, ce que veut dire l'IA générative et peut-être par rapport, donc ce que c'est, mais surtout ce que ça n'est pas, pour qu'on soit sûr qu'on parle des mêmes choses pendant le reste de la discussion. Ok. On va parler déjà d'IA et on va essayer de descendre jusqu'à la partie générative. L'IA, ça va être quelque chose qui peut être vu comme une automatisation. Comment est-ce que vos expériences, vous humains, qui avez fait des choses, vous êtes capable de prendre une décision, de se dire cette couleur, c'est le rouge. Ça, c'est ce qu'on vous a appris. Aujourd'hui, on est capable d'expliquer à la machine, de dire reconnais ça, c'est rouge. On va parler de machine learning lorsqu'on va aller un peu plus loin, de se dire voici un ensemble de paramètres, votre fichier Excel, des colonnes dedans. Si tu fais la moyenne de tout ça, tu vas être capable de catégoriser, de créer des groupes ou de commencer à faire des prédictions. Ça, c'est ce qu'on va appeler du machine learning. On va aller un peu plus loin, du deep learning. Cette fois-ci, ce n'est pas juste un fichier Excel, c'est peut-être un fichier que vous allez donner à la machine et vous dire vas-y, catégorise. Et là, elle va essayer de faire des prédictions, de trouver des caractéristiques importantes pour pouvoir faire cette analyse. Maintenant, c'est bien, mais il n'y a pas encore la compréhension. Et en fait, lorsqu'on va parler d'intelligence générative, on va se baser sur une base de connaissances, un ensemble de documents qui est massivement plus gros. Il faut se dire que le palier de deep learning à machine learning, c'est des robots qui vont être 10 000 fois à 100 000 fois plus gros. Parce qu'on va les entraîner sur l'ensemble de la connaissance disponible sur le web. Et aujourd'hui, on va encore plus loin en les entraînant sur les vidéos. C'est qu'est-ce que vous avez été capable d'apprendre lorsque vous étiez tout jeune, capable de voir et pas uniquement du texte. Donc, lorsqu'on va parler de générative, c'est d'arriver à avoir des intelligences qui ont du contexte, qui savent de quoi on parle. Lorsque je leur parle de machine, ils comprennent que c'est un objet physique. Lorsque je leur parle de moteur, c'est de la même manière. Un SAS. Et ça permet automatiquement de faire des liens entre des sens et de la sémantique. Au niveau générative, ChatGPT, Gemini, vous en connaissez plein. C'est comment est-ce qu'on va être capable de mimiquer l'humain et de répondre à des questions vis-à-vis des intentions que vous pourriez avoir. Donc voilà, on a bien compris. Très brièvement, quelle est ta vision de l'impact de l'IA générative sur les directions financières? Mais en quelques mots, parce que je te reposerai la question un peu plus tard et tu pourras étoffer. Mais juste un petit mot sur voilà, une vision. C'est une disruption, si on peut le dire de cette manière-là, et surtout une belle opportunité. Il ne faut surtout pas le prendre comme une contrainte ou quelque chose dans laquelle on va être forcé. Toute la journée, vous avez pu voir pas mal de conférences différentes, autant la facturation électronique, la gestion du cash, ainsi de suite. Ce sont des éléments qui sont cœur à vos métiers. La question, c'est comment être plus efficace, créer du business, de la valeur. Et l'IA générative, aujourd'hui, c'est une dimension. C'est comme Google ou le web a pu mettre à disposition de la connaissance. Avec l'IA générative, vous n'allez pas avoir juste la connaissance, mais le raisonnement, le pourquoi. Parce que ce n'est plus juste une demande que vous allez faire sur Google, c'est une discussion que vous allez avoir pour expliquer quelle est votre intention. Et derrière, pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement et beaucoup plus éclairées. C'est l'élément qui est intéressant. Oui, très bien. On va revenir là-dessus en détail. J'ai envie de m'adresser maintenant à Pauline pour que tu nous expliques un petit peu ta vision stratégique, comment une direction financière peut être impactée d'un point de vue de sa stratégie financière. Peut-être, tu travailles déjà avec pas mal d'entreprises et tu as intégré de l'IA dans ta solution. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette... voilà, c'est ta vision et puis cet impact. Oui, absolument. Il y a deux pans d'opportunités fondamentaux. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Yann. C'est une opportunité. C'est une opportunité d'autant plus forte pour les directions financières que c'est celles qui ont en général le moins de ressources dans l'entreprise. C'est pas des commerciaux, on les rajoute pas facilement. Chaque headcount, il faut aller le chercher. Concrètement, l'IA, pour une direction financière, ça a 3 champs de possibilités. Ça permet, de gagner en productivité significativement, et je vais revenir dessus. Ça permet, 2, de réduire le risque. Énormément de la problématique d'une direction financière, c'est contrôler les risques.
c'est une charge mentale extrêmement forte. C'est ce qui amène à vérifier des centaines et des centaines de lignes de documents manuellement. Et l'IA, elle donne cette opportunité d'automatiser énormément de ces tâches et pas de faire la même chose que l'humain, mais de le faire mieux. Parce que l'humain a une attention limitée que la machine n'a pas. La machine n'a pas d'émotion, n'est pas fatiguée, n'a pas de contraintes. Le troisième élément, c'est d'économiser de l'argent. D'économiser de l'argent, pas uniquement parce que je vais être plus productif, avoir moins de gens pour le même nombre de tâches, mais également économiser de l'argent parce que l'IA, qui contextuellement comprend ce que je fais, concrètement chez Payflows, dans notre module de gestion des achats, elle permet de suggérer à un collaborateur de ne pas choisir ce fournisseur parce qu'on a un fournisseur existant avec lequel on a un contrat qui offre un service similaire qu'on a ou qu'on n'a pas souscrit, mais qui nous permet de décharger, de contrôler la base de fournisseurs de façon scalable, sans avoir une personne dédiée, et complètement intégrée aux différentes expériences. Je reviens un instant sur les gains de productivité. Concrètement, l'IA, il faut le voir comme un collaborateur supplémentaire, le petit collaborateur en plus, à qui je peux écrire, et on a ce feature, je l'ai fait ce matin, combien j'ai dépensé les 3 derniers mois avec Google. Il me répond le montant. Je lui dis quelle est la dernière facture. Il me la montre. Il m'indique, Pauline, la dernière facture, d'ailleurs, on est en retard en paiement. C'est ça, l'IA. C'est quelqu'un qui travaille pour moi. C'est pas quelqu'un qui vient me remplacer. Merci Pauline. Donc, gain de productivité, ça c'est sûr et certain. Bon, ça va forcément avoir un impact sur le travail au sein de la direction financière. Xavier, de ton point de vue, parce que tu travailles avec des clients qui ont des solutions en place, ces éditeurs de solutions utilisent de l'IA et tu les conseilles sur la façon, sur cette rupture, sur cette disruption, sur comment l'appréhender, peut-être par où est-ce qu'une direction financière doit commencer, comment elle fait et quels sont les impacts RH. Voilà, quels sont les impacts organisationnels aussi sur lesquels tu peux commenter? Alors bon, on est là pour entre professionnels de la direction financière pour se dire un petit peu la réalité des choses. Et moi, je ne vois pas de disruption, pour te dire. Alors, je ne suis pas complètement en ligne peut-être avec mes collègues, mais la richesse des points de vue contribue à l'élévation de l'esprit. Et je vois surtout une évolution progressive en fait, des technologies. La direction financière, c'est un terreau fertile pour l'innovation depuis toujours. La comptabilité a permis l'émergence de l'écriture il y a très longtemps. Les ERP sont arrivés également sur ces sujets comptables parce qu'on est sur des sujets très normatifs et qu'on peut très facilement processer. Et je n'ai pas vu une technologie arriver qui permettait d'un seul coup de changer le métier du directeur financier ou des métiers de la direction financière. Tout ce qu'ont évoqué mes collègues, mes confrères, c'est des choses qui viennent compléter plusieurs années d'amélioration, de l'automatisation, de la capacité à assister à la décision, à améliorer la productivité. Et parmi les outils qui vont arriver, vous en avez 2 grandes catégories dans la direction financière. Il y a tous les outils qui sont sur le champ du poste de travail, de la bureautique, qui sont des outils qui ne sont pas liés à la direction financière et qui vont vous permettre de gagner en productivité sur des tâches du quotidien, mais pas spécialement liées à notre métier. Et puis après, vous avez tous les outils qui vont arriver par des solutions soit nouvelles, soit des solutions qui sont déjà en place chez vous, vos ERP, vos EPM, vos plateformes P2P, Order to Cash, et qui vont compléter leur couverture fonctionnelle par des fonctionnalités d'IA qui vont vous permettre d'avoir ces gains de productivité, d'avoir ces gains de qualité en décision. Pour mettre en œuvre ceci, le premier point, ça va être déjà de regarder ce que font les éditeurs actuels
dans leur roadmap et dans leur future release pour savoir s'il va y avoir des choses qui vont venir. Moi, je pense que ceux qui ne vont pas franchir ce virage, il va falloir les remplacer par des éditeurs et par des solutions qui vont proposer des choses intéressantes, parce qu'à terme, il y a vraiment des gains de productivité. Et si vous ne faites pas le virage aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez décrocher vos taux de service et vous allez décrocher votre coût de la fonction finance par rapport à vos concurrents. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, mais il sera évoqué tout à l'heure par Florence, certainement, c'est je pense que avant de parler d'IA, il faut déjà d'une part bien mettre en œuvre ces systèmes d'information actuels, parce qu'une grande partie de la productivité aujourd'hui, on peut aller la chercher déjà en étant bien sur les sujets de digitalisation au sens large. Je ne suis pas sûr que vous soyez tous au top en termes de rapprochement, de lettrage de vos comptes clients, fournisseurs, bancaires, y compris avec des solutions qui le font déjà aujourd'hui dans des ERP, même si l'IA permet d'aller un cran plus loin. Et puis, il va falloir mettre en œuvre des démarches data. C'est un second point. Donc, la data est un élément central, mais je pense que Florence y reviendra peut-être plus tard. Et puis, accompagner vos collaborateurs dans une évolution, déjà une capacité à apprendre et à s'ouvrir sur des nouvelles manières de fonctionner avec ces outils. Et puis, également, se faire accompagner de gens qui vont conduire du changement progressivement pour être sûr d'adopter, de déployer les fonctionnalités présentes dans les outils qui sont déjà chez vous ou qui vont aller demain. On a vu des annonces, Frédéric en parlera tout à l'heure, beaucoup d'éditeurs aujourd'hui annoncent des trucs hyper intéressants, à la fois sur des aspects budgétaires, à la fois sur la qualité comptable, à la fois sur les rapprochements des comptes, à la fois sur la production de reporting ou sur la narration autour de l'explication des écarts, des budgets, les identifications des erreurs de budget et de comptabilité. Il y a vraiment tout un ensemble de choses qui vont arriver, donc ça c'est intéressant de le faire. Voilà, en tout cas, je pense que c'est ce vers quoi il faut aller. Merci Xavier. Donc là, on comprend que de ton point de vue, on n'a pas vraiment une disruption brutale, une rupture dans le fonctionnement de la direction financière, mais probablement une évolution des pratiques, une évolution des outils, un apprentissage et un accompagnement des équipes à opérer. On va y revenir. Mais du coup, en fait, tout ça, c'est très théorique. Hein. Merci Xavier, mais ça reste purement théorique. Est-ce que, on va rentrer un peu dans le concret avec Frédéric. Est-ce que tu peux nous expliquer, Frédéric, de ton point de vue, où en est l'état de l'art, hein, où en est l'IA générative dans la direction? Est-ce qu'elle a déjà pénétré? Par où? Comment? Et puis, comment les équipes s'en servent. Donc, vraiment, l'état de l'art. Où en est le marché aussi? Est-ce qu'il y a beaucoup de solutions ad hoc qui sont développées? Ou est-ce que ça vient principalement par les éditeurs de solutions? Et puis, nous donner des exemples concrets de mise en œuvre aussi. On va essayer de faire ça. Alors, je pense que quand on parle d'IA, et on en a un petit peu abordé la première étape avant l'IA générative, on va parler d'IA, il faut de la donnée, beaucoup de données pour entraîner les algorithmes. Et la partie la plus importante, on a parlé de ChatGPT, c'est sympa, mais suivant ce qu'on lui demande, il a des hallucinations et les réponses sont assez rigolotes. En compta, je pense qu'on ne peut pas se permettre ce genre de choses, donc on a besoin de commencer par la donnée. Derrière, on va commencer à travailler un peu plus sur l'IA et l'IA générative. Les éditeurs, aujourd'hui, on y est tous dessus, en train de travailler depuis des années. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai notés. On ne va pas parler de Workday en général, on va parler en général des cas d'usage. Je suis avec grand plaisir, on parle de Workday après. La première étape de la comptabilité, on part avec des transactions, que ce soit des bons de commande, des bons de réception, des factures. Alors la chance qu'on a, c'est que le gouvernement aujourd'hui en Europe a décidé que les factures, on passe en électronique, donc ça va nous aider un tout petit peu. Pour le reste, chaque document va créer normalement une écriture comptable. Ça serait pas mal si demain, l'IA générative pouvait comprendre quel type de document on lui donnait, créer la transaction et que le comptable passe d'un rôle de scorekeeper, donc de la pauvre comptabilité qui sert à payer des taxes, à porter de la valeur ajoutée au reste de l'entreprise. Et donc on dégage du temps avec l'IA générative. La deuxième étape, on va parler, alors je ne sais pas si les chiffres sont justes, mais on va dire qu'il y a quand même quelques chiffres là-dessus, sur les notes de frais. Il y a à peu près 6 000 heures qui sont dépensées par entreprise, par an, à contrôler les notes de frais. Bon, intéressant, mais pas vraiment. Est-ce qu'on ne pourrait pas recevoir des reçus? Donc, par exemple, j'utilise ma carte American Express ou Visa pour faire une dépense professionnelle, et je reçois un texte qui va me demander, bah, tiens, Fred, tu viens de dépenser tant, est-ce que tu peux m'envoyer le reçu immédiatement? Et là, l'IA générative va comprendre que c'est un reçu, va créer la transaction dans la note de frais, et vous allez voir un flow qui revient vers vous en vous disant, bah, tiens, maintenant qu'elle est qu'elle est créée, est-ce que tu es d'accord? Et on la crée dans le système. Ça, c'est la troisième. On parlait de planning.
Alors la partie planning, là, ça me paraît vraiment intéressant dans l'IA générative, dans la partie planning ou dans la partie BI. Avant, c'était réservé. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vous crée un rapport, etc. La prochaine étape sur laquelle on travaille, ça va vous permettre de poser une question au système. Le système va comprendre la question, par exemple, budgétaire. Vous générez un premier rapport par rapport à cette question et vous proposez 2, 3, 4 rapports derrière qui vont complémenter la question que vous lui avez posée. Et évidemment, l'idée, c'est de pouvoir mettre ça dans des slides et si jamais les rapports changeaient, les slides changeaient. Donc, on va automatiser la comptabilité et informer l'utilisateur. Un cas que j'aime bien, parce que j'en ai bavé un petit peu quand je faisais de la compta, c'est la réconciliation bancaire. Pas très intéressant non plus, obligatoire, mais un peu inutile, surtout quand on y passe 3 jours pour 1 centime, c'est pas intéressant. Ça m'a marqué quand même. On a créé des règles et on maintient ces règles. Super sympa, pareil, on a créé je ne sais pas combien de règles, on ne sait plus où on en est. On a mis de l'IA en place qui va nous permettre de faire des rapprochements et de nous guider un petit peu. L'étape suivante, c'est l'IA générative qui va regarder un petit peu comment vous faites vos réconciliations bancaires, créer les règles de gestion et les maintenir. Donc là, on avance quand même. La dernière phase qui était les étapes manuelles qu'on ne savait pas trop vraiment automatiser, maintenant l'IA va nous permettre de le faire. Pourquoi? Parce qu'avant, créer des règles particulières pour des petits cas qui n'étaient pas si intéressants que ça coûtait trop d'argent. Maintenant, on va avoir la capacité de pouvoir faire ça rapidement. Un cas que j'aime bien aussi, les factures clients qui sont un petit peu en retard, on en parlait juste avant. Comment on fait pour pouvoir accélérer ça? L'IA, c'est pareil, il va pouvoir regarder les délais de paiement, va regarder les factures, voir si on est en retard, générer un email, mettre les factures qui sont en retard dedans, et l'étape suivante, c'est de dire est-ce que c'est la première relance, la deuxième relance, la troisième relance? Et là, en comprenant ça, le ton de l'email va être un petit peu différent pour différents fournisseurs. Et puis alors après, il y avait des achats ou les rachats de sociétés. Il y a déjà des contrats fournisseurs qui sont mis en place, des contrats avec les clients qui sont mis en place. Et là, il va pouvoir regarder toutes ces transactions, ces documents, sortir s'il y a des clauses qui manquent dans ces contrats, parce que là, il y a un risque, et justement nous mettre en alerte sur ces risques-là et justement regarder un peu plus en détail. Donc, on automatise la fonction finance. Je crois que j'en ai encore un cas. Ouais, les acquisitions. Voilà, c'est bon, on a tout vu. Bon, il y en a, et je pense que là, c'est un petit panel pour vous donner sur les différents aspects des différents process comptables. Pareil pour la consolidation, il y a des projets sur la consolidation et la générative AI qui vont accélérer le rôle de la comptable. C'est vraiment de passer de ce rôle régalien à supporter le business, qui je pense que c'est pour ça qu'on a fait ces études. Mais bon, il nous a fallu un peu de temps pour y arriver. Oui. Merci pour ces exemples qui restent somme toute, on va dire, au niveau des interfaces utilisateurs et puis de la génération de contenu ou de communication, mais on va dire assez basique. Je pense que l'IA générative peut aller beaucoup plus loin dans le sens où elle peut transformer le rôle de la direction financière et passer d'un rôle effectivement de comptabilisation des entrées et des données à un rôle vraiment beaucoup plus stratégique et justement générer des hypothèses différentes à partir de rapports effectivement qu'on peut regarder sous des angles différents et pouvoir converser et travailler d'une façon peut-être effectivement plus stratégique. Est-ce que tu veux réagir à ça, Pauline, avant qu'on passe la parole à Florence? Très brièvement, et pour faire écho à ce que tu disais et aller à moitié dans ton sens, il y a un moment qui est actuel, qui est très important, qui est que les directions, et ça vient d'être dit, mais le rôle va changer. Et quand le rôle change, ça veut dire que le junior que je viens de recruter, je dois l'entraîner au job de demain. Si aujourd'hui, les directions financières n'intègrent pas ces dynamiques mentales qui sont différentes, c'est-à-dire que interagir avec un système en langage naturel, c'est pas ce qu'ils ont appris à l'école. Si on n'entraîne pas ce talent, on va se retrouver avec du staff sur les bras qui n'a pas les compétences de demain. Il y a un vrai enjeu de l'intégrer effectivement progressivement, mais ça va aller vite. Et donc, du coup, il faut le faire maintenant. Il ne faut vraiment pas rater ce coche, parce que ça va être une façon de gérer les équipes
qui est extrêmement attractive, c'est-à-dire d'être plus stratégique. Mais ça a un coût aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui dans les organisations des gens qui n'ont pas des rôles stratégiques. Comment on les intègre? On a une vraie responsabilité de le faire dès aujourd'hui avec les outils disponibles et sur des use cases qui ne sont pas forcément énormes à ce jour. Merci Pauline. Un truc, je pense que quand on cherche un comptable, dans le passé on cherchait un comptable, aujourd'hui on cherche un comptable plus. Un comptable qui est responsable, qui peut être capable de gérer un projet, un comptable qui comprend la technologie, donc qui est un partenaire du CEO, parce que si c'est pas, il comprend rien à la technologie, bah, ça va être très 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 compliqué. Je vais donner un exemple. Alors j'avais dit que je ne parlerais pas de Workday, mais je vais quand même donner un exemple qui est à mon avis, je ne sais pas comment dire en français, mais relevant. J'ai un client qui est capable aujourd'hui d'utiliser différentes données pour faire des prédictions. Il va récupérer la météo, il va récupérer les vacances, et avec ça, il va faire des forecasts, et il va être capable de voir dans un magasin, toutes les 30 minutes, à peu près combien de gens vont être dans le magasin. Et il va savoir qui vient, donc quel type de personne, et il va donner cette information-là aux sales. En face de vous, si vous avez même le retailer qui n'est pas capable de faire ces prédictions-là, ça va être compliqué. Il peut ajuster sa force. Alors, c'est aux États-Unis, donc c'est un peu différent. Mais il peut ajuster ses workers, ses employés. Il peut ajuster le type de service qu'il va proposer. Ça change vraiment la donne de comment on travaille et comment la direction financière impacte directement le business. Oui, effectivement. Merci pour ces exemples. Florence, j'ai envie de te demander, toi, tu es vraiment aussi au contact des directions financières. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de ton ressenti sur l'avancement de l'IA générative au sein des directions, sur comment elles sont mises en œuvre, comment vous, en tant qu'auditeur, vous voyez la chose et vous l'utilisez ou pas, et surtout, quels sont les risques associés à justement cette évolution du métier qui va devoir être faite assez rapidement. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de l'opportunité, des risques et de ce que tu vois chez tes clients? Bien sûr. Alors d'abord, en rebond, et c'est hyper intéressant ce que Pauline t'évoquait à l'instant sur la mutation des métiers, parce que l'objet de la table ronde, c'est quels impacts pour la fonction finance. Et dans ce qu'on observe aujourd'hui, nous, en tant que phare, que ce soit par nos métiers d'audit ou nos métiers de consulting dans les directions financières qu'on accompagne, c'est cette nécessaire mutation du métier et des métiers de la finance. Alors en bon français, on parle de reskilling ou d'upskilling, qui sont des gros mots, mais en fait, c'est assez intéressant, même la distinction entre les deux. C'est est-ce qu'on garde nos équipes actuelles et on arrive à les faire muter pour qu'ils acquièrent ces nouvelles compétences? Est-ce qu'on est capable de le faire? Ou est-ce qu'on est dans du reskilling total et en fait, il faut repenser carrément les fiches de poste et repenser la fonction de chacun, les activités et l'ensemble des process. Et ça fait écho en fait à d'où on vient et où on va. Et nous, aujourd'hui, dans ce qu'on observe sur le marché, on l'a évoqué à demi-mot et on a fait un teasing de dingue sur ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est que souvenez-vous, il y a 15-20 ans, on était à la numérisation. On scannait. On a tous acheté des petits scanners pour numériser les données. Ça a permis de passer à la digitalisation. En fait, ce n'est pas tout à fait la même chose. On a commencé à mettre des workflows, des signatures électroniques. On a presque oublié les parapheurs, mais on en a encore. Mais on a presque oublié les parapheurs noirs et roses. Et de la digitalisation, on est devenu obsédé par un autre truc qui était très à la mode, qui était la transformation digitale. Alors là, c'était comment on allait dans des super ERP, c'était la mode des ERP, tout intégré, intégrer des process de bout en bout, et donc avoir déjà passé le cap de la numérisation avant, puis de la digitalisation pour réussir à faire cette transfo digitale. Et c'est là en fait qu'on a commencé à parler de data, parce que là on s'est dit mais c'est génial, on a de la data dans les métiers très opérationnels, les gens qui sont au contact du client, que ce soit dans une agence bancaire, dans une agence d'assurance ou dans la grande distribution ou dans une industrie, j'ai de la data sur le terrain. Et puis j'ai mes fonctions back-office, mes fonctions administratives et mes fonctions de pilotage, dont la fonction finance, qui exploitent cette data. Et là, on a commencé à se poser des questions, mais comment utiliser la data? Et donc tous les CFO ont commencé à acheter du Power BI, du ClickView, ClickSense, à construire des cubes, des entrepôts de données, des dataware. Est-ce que pour autant, on a tous senti tout de suite un effet sur la productivité et les gains d'efficacité dont on parle depuis ce matin? Ça dépend. Et peut-être pas encore. Et c'est là que l'IA qui arrive à la fin, du coup, numérisation, digitalisation, transfo digital, data, et là, IA, moi, je suis assez optimiste. Je me dis que là, on va sûrement réussir à enfin déclencher
les leviers non seulement de productivité, mais aussi d'être capable de faire enfin de la planification stratégique et de faire muter ces métiers de la fonction finance. Mais c'est qu'en passant dans l'ordre par ces différentes étapes qu'on peut y arriver. Et là, prenez le temps, prenez 5 minutes ce soir pour vous dire, OK, dans mes périmètres stratégiques, moi, dans mon organisation, est-ce que j'ai bien passé ces différentes étapes? Est-ce que la numérisation, c'est OK pour tous déjà ou pas? Quels sont les territoires sur lesquels ce n'est pas encore le cas et est-ce que c'est OK ou pas? La digitalisation, la transfo digitale, la data. Et donc, le levier de l'IA. Et ensuite, il faut former ces métiers. Le deuxième challenge, c'est comment on forme ces équipes. Et on voit beaucoup de clients qui expérimentent des choses pour former à la data et former à l'IA. Et en fait, on voit beaucoup d'échecs. On voit beaucoup de déceptions parce qu'il y a beaucoup de formations qui existent. On envoie des collaborateurs en formation 2 jours, 3 jours dans des bootcamps, des trucs super. Ils reviennent. Mais en fait, les outils qu'ils ont à leur disposition ne permettent pas de mettre en pratique ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vu. Et donc nous, alors au plaisir pour en reparler, mais on le teste sur nous-mêmes, sur nos 5000 collaborateurs en France, par exemple, on le teste avec une data school et une IA academy. Mais on leur apprend exactement ce qu'on évoquait tout à l'heure. On leur apprend à prompter, on leur apprend à parler à la machine. Parce qu'on a beau dire que c'est du langage naturel, non, en fait, c'est une machine. Donc il faut que je parle comme à une machine. Et donc il faut que j'apprenne à scripter correctement pour que ça fonctionne. Donc on l'a dit, sans data, pas d'analytics, et sans analytics, pas d'IA, puisque pour entraîner les algos, il faut que j'ai de la data, donc je n'ai pas le choix d'y passer. Et ensuite, tout ça doit se contrôler, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ce que l'IA fait ou ne fait pas. Et dans la fonction finance, on n'aime pas trop le hasard. Donc dès lors qu'on explique l'IA comme étant un mécanisme un peu probabiliste, parce que c'est quand même ce que c'est, on se dit, ouais, mais alors avec la fonction finance, en fait, c'est le choc des cultures. Nous, on aime quand c'est précis, quand c'est exact. Et oui, pour 1 euro, on peut, ou 1 centime d'euro, on peut continuer à refaire les mêmes contrôles. Et donc là, c'est vraiment très paradoxal. Et le titre même du coup de la table ronde est assez paradoxal sur IA générative et fonction finance, parce que c'est le choc des cultures. Et donc là, il faut réfléchir et repenser la culture de la fonction finance pour accepter la part liée à la statistique et à la probabilité qui va de pair avec l'usage de l'IA. Tout ça, ça se contrôle. D'abord, sur la nature et la qualité de la data sur laquelle on va faire tourner les IA. Garbage in, garbage out. C'est la règle de base. Si on ne met pas en qualité nos données en amont, l'IA ne va pas faire de miracle en fait. Donc il faut savoir raison garder. Et comme le dit l'adage, il faut savoir partir à point et ne pas du tout se précipiter sur ces sujets. Et ensuite, il faut mettre sous contrôle les IA qu'on utilise. Alors vous pouvez repasser encore sur tous les stands. Moi, ça me fait rêver. J'adore tout ce que je vois là. Mais chez les clients, je ne vois pas encore toutes ces solutions live et toutes ces solutions réellement mises en place. Parce que la data n'est pas toujours de qualité, donc les solutions ne peuvent pas vraiment produire les effets qu'on attend. Sauf chez les clients, voilà, il me manque les clients sur lesquels vous êtes déjà. Et puis parce qu'il faut le faire de façon contrôlée et maîtrisée. Et c'est là qu'on en vient en effet à l'univers de risque autour de l'IA, où il ne faut pas céder aux fantasmes qui existent et à la panique dont on peut effectivement vite être victime quand on parle d'IA. Et en fait, il faut regarder concrètement, c'est un nouvel univers de risque. Et donc vos fonctions audit internes, vos fonctions contrôle interne, vos inspections générales, il faut qu'elles s'intéressent à la matière et qu'elles viennent intégrer des contrôles spécifiques à l'usage de l'intelligence artificielle pour que vous puissiez vraiment en tirer les bénéfices et l'utiliser pour transformer vos métiers. Merci beaucoup Florence, très très intéressant. Yann, maintenant on a parlé de toutes ces transformations, de tous ces nouveaux rôles, de toutes ces nouvelles responsabilités aussi et des risques. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur justement ces impacts internes sur l'organisation interne de l'entreprise et puis voilà, c'est l'impact vraiment organisationnel. Je pense que Pauline l'a déjà mentionné et c'est un élément qui a été repris. Aujourd'hui, on est sur une approche où on est en train de voir une aide, une personne immatérielle qui arrive dans l'entreprise et qui va pouvoir avoir des impacts sur beaucoup de sujets différents. Le point qui est structurant derrière, et ça a été très bien mentionné par Florence, c'est que la donnée de base, c'est ce qui va vous rendre et ce qui va permettre d'avoir un vrai ROI. Parce que vous pouvez avoir la meilleure des intelligences artificielles, comme le mentionnait Pauline, c'est quelque chose que vous allez voir apparaître partout. Tous les outils vont s'y mettre, c'est obligatoire. En fait, il va vous faire des recommandations qui vont être fausses. Vous allez faire des projections qui vont être fausses. J'ai vu énormément de clients qu'on a déployés qui avaient de la donnée, ouais, c'est bien, ils avaient de la super donnée,
Mais en fait, les employés ne comprenaient pas ce qu'ils taguaient. Ils mettaient des choses, des informations, mais le langage financier n'était pas compris par l'ensemble de l'organisation. Ce qui fait que vous avez beau aller faire vos matchings et chercher vos centimes, mais en fait, si vous n'êtes pas capable derrière de catégoriser, de se dire, bon, j'ai mes axes comptables, okay, mes axes analytiques, qui sont pertinents, potentiellement, vous allez piloter un business qui est faux. Et donc, la création de valeur ne va pas être là. Donc, l'élément qui est intéressant, c'est d'arriver à bien reprendre toute la chaîne qui a été mentionnée sur cette partie données, d'être capable de la qualifier, d'être sûr que l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans l'organisation comprennent ce que ça veut dire, pour que derrière, la machine puisse faire des prédictions. Parce que des use cases, d'arriver à faire de la génération automatique de demandes d'achat, de générer des graphiques, on a parlé de Power BI rapidement, c'est des choses qui vont être, ça va devenir très simple à faire. Parce que la machine est capable de le faire. On arrive à avoir un niveau d'abstraction sur la technicité qui permet de se dire, en fait, c'est des outils qu'on a. C'est des outils qui vont nous permettre d'être humains. Et c'est ça l'élément qui est important là-dedans. L'intelligence va nous permettre de redevenir humain et d'échanger. C'est ce que je mentionnais au début. On doit apprendre à ne plus demander 3 mots-clés comme on peut le faire sur Google, mais d'échanger, de poser des questions, de mettre du contexte. Pourquoi j'ai envie de faire cette demande d'achat? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller chercher un nouveau fournisseur? Parce que là, on peut avoir une base de fournisseurs, comme le mentionnait Pauline, qui peut être gérée au niveau des contrats. Mais en fait, la question, c'est, il y a peut-être une raison. Il y a la réduction du nombre de fournisseurs, qui est un point important. Mais l'autre point qui est important, c'est de se dire comment je fais du meilleur business? Comment j'ai un impact environnemental, on en a parlé rapidement, qui est positif. Et ça, c'est toujours un jeu de données, de mesures, de compréhension de ce qu'on va faire. Et c'est là où l'organisation de l'entreprise va changer. Parce que la finance ne va plus être de son côté finance. On va être dans une organisation où la finance, qui est le cœur quand même de l'entreprise indirectement, va pouvoir avoir une place prédominante et dans laquelle elle va pouvoir déléguer certaines de ses tâches justement aux achats, au business, qui vont être capables de comprendre quel est le charabia qu'on peut utiliser tous les jours et qui nous semble trivial. Et en fait, ça n'allait pas pour un employé, une personne qui va faire des réceptions, une personne qui va faire des livraisons. Et c'est là où en fait on va changer complètement d'équation, dans lequel l'employé va pouvoir être augmenté grâce à une conversation qui va pouvoir avoir une intelligence. Et derrière, ça va être autant de l'analyse que de la compréhension, que du flux, en fait, du flux de données qui va pouvoir être utilisable. C'est ça l'élément qui est important. Donc, la fonction finance va peut-être se délocaliser avec des collaborateurs qui vont être beaucoup plus au sein des équipes commerciales, au sein des équipes marketing, grâce à ces outils conversationnels et qui vont pouvoir générer avec les commerciaux, avec le marketing, avec les achats et avec les autres fonctions clés de l'entreprise, des hypothèses, générer des solutions, travailler sur des sujets, des projets de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus riche. Mais bien entendu, on a compris que ça a imposé un changement en anglais de mindset, en fait, d'état d'esprit. Et puis, bien entendu, ça va nécessiter beaucoup d'accompagnement. On arrive au terme de la table ronde. Je viens de récapituler un petit peu ce qui s'est dit. Je voulais juste vous poser la question. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser immédiatement à nos panélistes? On va essayer d'y répondre. Et voilà, je vous en prie. Je peux me permettre une question? Pas de question. Dans l'autre sens? Oui. Qui c'est qui a déjà déployé un outil d'intelligence artificielle dans son entreprise? De Jenny, je vais essayer de pousser un petit peu plus. Non, mais qui a déjà utilisé ChatGPT ou équivalent dans son entreprise? Ah, c'est mieux. En ayant le droit? C'est pas mal. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui n'ont pas le droit à cause de la sécurité de la donnée. Oui. Il y a Mistral, il y en a plein en fait, vous en allez avoir des quantités démentielles. Donc l'élément qui est important, c'est la sécurité. Oui, donc ça c'est un des points qu'on n'a pas assez abordé peut-être ce soir, mais je vous encourage à vous rapprocher de tous les panélistes. C'est le point bien entendu du contrôle de la donnée de l'entreprise, de la donnée privée de l'entreprise qui ne doit pas s'échapper via des solutions faciles d'accès comme ChatGPT et pour être réutilisé par l'ensemble du marché. Donc ça c'est très très important et voilà, il y a quand même une partie de la transformation sur laquelle il faut veiller et maîtriser. Un dernier point, et je pense que
beaucoup de l'évolution dont parlait Yann, c'était la promesse aussi de l'ERP, d'intégrer les collaborateurs dans les processus opérationnels pour automatiser la finance. Et c'est, je pense, un impact qui a complètement transformé les directions financières antérieurement. Quelque chose qui est, je pense, différent pour aller un tout petit peu... Je suis d'accord avec le principe de la donnée, mais il y a des use cases immédiats qui ne nécessitent pas d'investir des millions d'euros dans son data lake et que vos collaborateurs peuvent utiliser demain. Exemple, on parlait de digitalisation. L'OCR, c'était pénible, c'était compliqué, ça marchait pas bien. Aujourd'hui, je l'ai fait hier soir, j'envoie 30 factures à ChatGPT et je récupère un CSV avec la donnée structurée. Je pense que la responsabilité qu'on a collectivement, c'est d'encourager nos employés, que ce soit dans une direction financière ou ailleurs, à l'utiliser quotidiennement. Ma nouvelle question préférée en entretien, c'est quel est ton dernier prompt écrit dans ChatGPT, quand c'était? Et c'est assez fondamental, je pense, pour transformer les équipes, mais aussi les mindsets, en fait. Ben, merci beaucoup, merci pour votre présence et votre attention.